Et sans transition, toujours sur ce patrimoine parfois méconnu, eh bien, c'est Cyril Longin, directeur des archives départementales de la Vendée, qui nous parle du patrimoine religieux documentaire. Et vous avez 20 minutes. Merci beaucoup, bonjour à tous. Difficile de passer après ces deux présentations pleines d'images. Ce sera un peu moins le cas, vous m'excuserez. Voilà, alors quand Dominique Souchet m'a sollicité pour parler des archives avec ce titre « Le patrimoine aussi documentaire », je me suis dit, voilà, c'est très intéressant. Mais se pose la question de ce que je pourrais raconter, et en me disant, au fur et à mesure de la préparation de ce travail, finalement, je me suis dit, mais ces archives, elles sont une grande richesse, c'est ce qu'il faut pouvoir montrer. En me disant, bon, finalement, je ne vais pas vous faire une litanie des richesses des archives religieuses, ce serait un peu présomptueux. Et puis, au fur et à mesure de la préparation, je me suis dit, bon, bien commun, dans bien commun, il y a commun, et dans commun, il y a communauté. Et puis, en réfléchissant aux relations entre l'Église et l'État, finalement, j'ai pensé à une forme de régime matrimonial. Et en posant la question je vois qu'il y a un notaire dans la salle, de la relation de ce régime matrimonial, et avec un titre un peu plus piquant, vous me permettrez, avec une question sur de la communauté universelle à la séparation de biens. Voilà, je sens que ça commence à titiller. Donc, vous ne pourrez comprendre la société médiévale, ni même la société actuelle, sans connaître cet ouvrage. Quoi que vous en pensiez, quelles que soient vos sensibilités ou vos convictions, il doit être votre livre de chevet. C'est par cette introduction prononcée par une professeure d'histoire médiévale à ses étudiants que commençait mon parcours dans l'enseignement supérieur. Cette professeure parlait bien entendu de la Bible. Suite aux nombreux transferts de compétences des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale, les Comcom et compagnie, j'ai coutume de dire qu'il ne reste aux communes que leurs églises et leurs archives, auxquelles elles sont très attachées. Sauf que, contrairement à ce qu'on dit, les maires s'occupent plus souvent de leurs églises que de leurs archives. Et pas que les maires. Sauf exception. Et quand je parle des archives, c'est une conception au sens large, celles qui sont conservées dans les deux épicentres de la commune, les pouvoirs temporels et spirituels, la mairie et l'église ou le presbytère. La Révolution et la loi de séparation de 1905 ont constitué deux grandes césures dans l'histoire des archives. Et pourtant, comme le rappelait cette professeure d'histoire médiévale, qui pourra contester la place, la dimension et l'importance des archives religieuses dans et pour la société française et plus largement occidentale? Car comme le souligne mon titre, Église et État ont été longtemps mariés, sous différents régimes matrimoniaux. La véritable question est de savoir si ce mariage est définitivement dissous, et peut-il l'être? Mon intervention concernera essentiellement les archives liées au culte catholique, même uniquement, par cohérence avec le thème de ce colloque, mais également en raison de la moindre présence des archives des autres cultes dans les archives, notamment dans les archives publiques. Il me semble tout d'abord essentiel de définir ce dont on parle en tentant de dresser une synthèse des statuts juridiques des archives religieuses. Je présenterai ensuite un rapide panorama des archives religieuses en France et de leur richesse, que ce soit au sein des archives de l'Église ou dans les services publics d'archives. Avant de nous attarder sur les singularités et richesses vendéennes, je tenterai enfin de répondre à la question posée dans mon titre en nous interrogeant sur la place de ces archives dans le paysage archivistique français, de leur accès, de leur valorisation par la recherche, qu'elle soit universitaire ou plus locale. Alors oui, j'aime bien les titres, vous allez voir. La question du statut, de la communauté universelle à la communauté de biens quand on parle de la Révolution et du Concordat. Après les lois des 2 et 4 novembre 1789 sur la nationalisation des biens du clergé, les archives de l'Église catholique deviennent propriété de l'État et ainsi publiques par la loi du 5 novembre 1790. En application de ce texte, les archives des évêchés, des collégiales, des paroisses et des établissements réguliers de l'Ancien Régime ont été rassemblées dans les archives de leur nouveau département, tout au moins aurait dû l'être. Sont également publiques les archives de l'Église constitutionnelle du 12 juillet 1790 au 18 septembre 1794. En revanche, les archives de la période concordataire présentent une certaine complexité. Le Concordat du 15 juillet 1801 prévoit la création d'établissements publics cultuels, fabriques des paroisses, menses épiscopales, caisses des retraites et séminaires. Ces établissements publics cultuels produisent sans aucun doute des archives publiques. Enfin, il est important de noter que les autres cultes, protestants et israélites, ne sont pas concernés par cette nationalisation. Leurs archives conservent donc leur statut privé. La loi de séparation de 1905, est-ce une séparation de biens? Cette loi prévoit bien que la restitution à l'État des biens grevés de charges charitables et non cultuelles.
prévoyant leur restitution. Les biens grevés de charges cultuelles sont remis aux associations cultuelles sous réserve de leur création dans l'année, auquel cas ces biens feront l'objet d'un séquestre. Ce fut le cas dans certains départements. En Vendée, l'archiviste départemental a bien été sollicité comme expert afin d'évaluer les ouvrages et titres conservés à la bibliothèque de l'évêché. Le courrier adressé par le préfet témoigne des tensions. Voilà, je reviendrai en arrière. Avec un petit mot du préfet l'archiviste, vous ne perdrez pas de votre point de vue que vous n'avez pas la qualité pour participer directement à la confection de l'inventaire, que votre rôle doit se borner à le rôle d'un expert chargé d'assister l'agent du domaine. L'archiviste, après une visite de quelques heures et un accueil, on va dire, mitigé de la part du vicaire général, comme vous pouvez imaginer, estime la bibliothèque issue du don de Monseigneur Bayès à environ 25 000 ouvrages. Il note pourtant, s'agissant des archives, la présence de liasses de correspondances dont les plus anciennes remontent à un siècle et auxquelles il ne paraît pas y avoir et attribuer un intérêt particulier. Bon, parfois, il y a une conception du patrimoine qui n'est pas la même qu'aujourd'hui. Il évoquait sans doute les lettres épiscopales, aujourd'hui numérisées et en ligne. La loi du 13 avril 1908 prévoyait, quant à elle, que les biens non réclamés par les associations cultuelles dans un délai d'un an après la loi de 1905 feraient l'objet d'une saisie et remis à l'État ou les communes. Sur le principe, toutes les archives des établissements publics cultuels, anciennes comme récentes, auraient ainsi dû être saisies et versées aux archives départementales. Mais dans les faits, les conditions difficiles, notamment à Boin, si j'ai bien compris, des inventaires et séquestres n'ont pas permis cette nationalisation, tout au moins dans les faits. Devant les tensions, mais également des difficultés logistiques, disons-le clairement, des circulaires en 1906 ont invité les administrations à laisser les archives dans leurs locaux actuels. Il s'agit certainement d'une explication à la présence encore aujourd'hui des archives paroissiales dans les presbytères. L'idée, là, aujourd'hui, c'est maintenant de vous faire un petit panorama des archives et de l'organisation des archives concernant les archives religieuses. Tout d'abord, il y a les archives de l'Église elle-même. Alors, je suis moins spécialiste, mais pour autant, je vous permets de faire un petit tour. Tout d'abord, il y a les services diocésains et les paroisses. Il existe des services d'archives diocésaines dans la quasi-totalité des diocèses, mais avec des politiques et des moyens extrêmement hétérogènes. Les archives diocésaines agissent sous l'autorité de l'évêque, ont vocation à conserver les archives religieuses, au sens spirituel du terme, produites depuis le Concordat de 1801. Leur mission est de collecter et de rassembler les archives de l'administration épiscopale et curiale, mais également les archives pastorales émanant des services diocésains, des œuvres et mouvements situés dans le diocèse. Enfin, on peut éventuellement y trouver les archives paroissiales les plus anciennes ou les archives personnelles des membres du clergé. Les sujets et les typologies sont extrêmement vastes: organisation, personnel, activité ecclésiale, que ce soit liturgie ou sacrement, relations avec les paroisses, avec le Saint-Siège, les congrégations, etc., ou les autorités civiles. Les registres de catholicité ont un statut un petit peu particulier et sont le plus souvent sous la responsabilité de la chancellerie. Les archives paroissiales relèvent du contrôle de l'archiviste diocésain comme délégué épiscopal aux archives. En Vendée, elles sont encore, pour la grande majorité, conservées dans les paroisses, mais en disposant d'un inventaire. Notre collègue en a parlé, nous en reparlerons tout à l'heure. Ensuite, vous avez les archives des congrégations, ordres et instituts religieux. Si les archives antérieures à la Révolution sont devenues des archives publiques et conservées par ces services, depuis le Concordat, les archives des congrégations sont des archives privées. Elles le sont le plus souvent conservées dans ces institutions, avec parfois des services d'archives constitués, attachés à la maison mère. On peut citer par exemple les Frères de Saint-Vincent de Paul, les archives La Salienne à Lyon, les Filles du Bon Pasteur, etc. En Vendée, 2 congrégations disposent de postes d'archivistes depuis peu, les Filles de la Sagesse et les Sœurs de Mormaison. Dans certains cas, toutefois, il arrive que certaines congrégations exercent des missions de service public, notamment dans la prise en charge d'enfants, et les archives liées en direct avec cette activité constituent des archives publiques. À noter enfin l'existence de la Dynamique Association des archivistes de l'Église de France, ayant fêté ses 50 ans en 2023, qui publie un bulletin annuel, organise des journées d'études et propose aussi des formations. Enfin, il y a le Centre national des archives de l'Église de France, créé en 1973, en même temps que l'Association des archivistes, sous l'impulsion de l'abbé Molette. Il conserve les archives des instances des services et des instances de la Conférence des évêques de France, mais également des mouvements, associations d'ampleur nationale. Il a également vocation à recevoir en dons et dépôts les archives des congrégations éteintes, de façon à les sauvegarder. C'est situé à Issy-les-Moulineaux. Il conserve près de 6 km linéaires d'archives et se trouve malheureusement, comme beaucoup de services d'archives, confronté à une situation de saturation avec un projet d'extension.
L'accueil des chercheurs se fait sur rendez-vous. Mais il existe également des archives religieuses publiques. J'évoquerai ici principalement les fonds conservés de droit dans les archives départementales. Tout d'abord, ceux de l'Ancien Régime, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont conservés en série G ou H, et puis également les registres paroissiaux. Pour la période contemporaine, les archives produites dans le cadre de la surveillance des cultes, notamment dans les fonds de la préfecture, ou les relations avec les communes, dans la série O, et notamment tous les travaux relatifs aux églises ou aux presbytères, absolument essentiels pour faire l'histoire de ces bâtiments. Les relations avec les cultes et la loi de séparation dans la série V, où là vous avez notamment les inventaires de 1906. Je permets de dire que je suis actuellement l'évêque référent du CNAEF. Oui, je suis régulièrement à Paris pour les archives de l'Église de France. Donc Monseigneur est l'évêque référent pour le Centre national des archives de l'Église de France. Voilà. Donc les inventaires ont été numérisés, mais pas diffusés en ligne. Ça fait partie des mesures de protection du patrimoine. Et elle est en cours la série V est en cours de classement et devrait être finalisée en juin 2025. Donc là, je vous ai mis quelques exemples d'inventaires. Alors, bizarrement, j'ai choisi ma lièvre. Et un autre exemple, Saint-Gemme-la-Plaine, en hommage à notamment, pas que, mais Dominique Souchet. Donc avec, dans ces inventaires, souvent annexé une plainte du curé qui parle de spoliation, mais ce qui est le terme. Et là, l'inventaire de la fabrique de Saint-Gemme-la-Plaine. Ces archives publiques, en application du Code du patrimoine, constituent donc des trésors nationaux. À noter qu'au gré des inspections d'archives communales, de dons de particuliers, les archives départementales conservent en série J, donc tout ce qui est archives privées, on les met en archives privées, quelques archives paroissiales. À noter également le cas particulier des établissements privés d'enseignement sous contrat d'association, les écoles, les collèges et lycées privés, bien qu'ils relèvent pour une partie de la direction de l'enseignement catholique, produisent des archives publiques, tout ce qui est lié notamment à l'enseignement. Elles doivent donc verser leurs archives aux archives départementales. Les archives liées aux bâtiments personnels au GEC ou autres constituent quant à elles évidemment des archives privées. Nous conservons également des fonds privés dans les archives publiques liés aux congrégations avec un certain nombre de services d'archives à Lyon ou ailleurs, ou des archives de personnel religieux, archives personnelles religieux. Et également, alors ça on le sait peut-être moins, mais les archives départementales reçoivent au quotidien les bulletins paroissiaux, au même titre que les bulletins communaux. Et c'est une collection de sécurité, mais on joue un peu le rôle de dépôt légal, si vous voulez. Et ça permet quand même souvent de retracer l'histoire des paroisses. Les services publics d'archives et les services d'archives religieuses entretiennent des relations étroites depuis de très nombreuses années, notamment les archives diocésaines. Mais elles ont connu des hauts et des bas, entre tension et coopération. Les questions du statut juridique et de crainte d'appropriation, pour ne pas dire de revendication, ont pu engendrer quelques frictions ici ou là. Mais le constat général est plutôt la construction d'un dialogue réciproque, avec un intérêt commun bien compris, se traduisant notamment par des conventions de dépôt. Une enquête récente de 2023 dans les archives départementales montre que le dépôt des archives diocésaines du XIXe siècle, même parfois jusqu'au début du XXe siècle, constitue une pratique largement répandue, avec une accélération notamment dans les années 50. Le périmètre est variable, allant du dépôt des archives de l'évêché du XIXe au double des registres de catholicité comme une collection de sécurité, et même au dépôt des archives paroissiales post-concordataires. Dans certains cas, les archives concordataires sont même versées dans leur série réglementaire, c'est-à-dire la série V, et ces dépôts sont le fruit d'un double constat: le manque de moyens des diocèses, en espace ou en personnel, et le souhait de mettre à disposition des chercheurs des fonds, mais de manière sécurisée. La forme des dépôts, plutôt que le versement réglementaire, relève souvent aussi du souhait de faciliter les entrées sans perdre de temps et d'énergie dans des questions inutiles de statut. Alors, et en Vendée, me direz-vous? Eh bien, encore un cas particulier en Vendée. Des partenariats scientifiques uniques au service de la connaissance et de la vérité. Forte d'une identité profondément liée à l'action de l'Église, les archives de la Vendée ont toujours construit et entretenu des relations fortes avec les institutions religieuses. Les congrégations sont en Vendée particulièrement soucieuses de la conservation de leurs archives et ont eu des relations de confiance avec les archives départementales, notamment sous l'impulsion de Thierry Hickman, debout au fond. Elles constituent aujourd'hui un cas singulier, mais vraiment singulier, avec la mise en place de nombreux partenariats scientifiques uniques en France. J'en citerai quelques exemples. Avec les congrégations, notamment les Sœurs de Mormaison et surtout les Filles de la Sagesse,
avec pendant 9 ans une convention de partenariat, une intense collaboration qui ont permis de numériser et de mettre à disposition sur notre site internet un certain nombre de fonds. Et la congrégation a aménagé des locaux à Saint-Laurent-sur-Sèvre qui feraient pâlir de nombreux maires. J'ai souvent pris des photos et montré à des maires ce qu'il fallait faire. Mais la congrégation fait le choix en 2024 de recruter un archiviste à temps plein, ce partenariat ayant constitué sans aucun doute une rampe de lancement. Nous accompagnons également les frères de Saint-Gabriel. Partenariat, enfin, avec le diocèse depuis 2015, qui a permis, avec le concours de la Société d'émulation La Vendée, que je ne remercie jamais assez, de valoriser une partie des archives historiques conservées aux archives diocésaines. Le partenariat a permis au département d'emprunter pour numérisation et mise en ligne une partie des archives. Si ce partenariat semble peu commun sur le territoire national, il l'est doublement, car il ne se traduit pas, pour le coup, par un dépôt aux archives départementales des archives anciennes. Ces partenariats politiques volontaristes ont permis la mise en ligne de fonds d'une grande richesse. Concernant les filles de la sagesse, les chroniques rédigées au XIXe siècle, les règles primitives, les registres de correspondance du début du XIXe, le bulletin trimestriel et même le catalogue des 1300 titres. Pour les sœurs de Mormaison, les états nominatifs et les prises d'habits. Également le fichier historique du diocèse de Luçon, rédigé par l'abbé Delemaud, ayant repéré les fonds aux archives nationales, à la BNF, etc., a été numérisé et mis en ligne. La correspondance également des paroisses, la correspondance reçue à l'évêché entre 1821 et 1905, et différentes publications du diocèse, comme la Semaine catholique, ça a été dit tout à l'heure. Et cela a permis aussi la mise en ligne d'une base de données, Congrégation de Vendée, qui permet de retrouver le parcours d'un certain nombre de religieuses. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, des archives religieuses à un avenir incertain. Et c'est là, je pense que ça va commencer un peu plus piquer, en tout cas peut-être susciter quelques réactions. Des congrégations qui sont vieillissantes, ça je pense que tout le monde en est d'accord, et pour certaines en voie de disparition ou en perte de lien avec la Vendée. Les congrégations vendéennes et au-delà sont confrontées, comme pour les prêtres, à une crise des vocations et à un vieillissement des religieuses et religieux. Les interrogations sur le devenir des archives sont réelles, entre perte de connaissances et manque de bras. De même, une partie des congrégations voit leur dynamisme changer d'épicentre, avec une forte internationalisation et des centres d'influence et de décision. De fait, les liens avec la Vendée s'estompent, emportant avec eux le souci de leur conservation et même de leur compréhension. Également une refonte des paroisses que j'ai dénommée la RGPP des clochers. Alors, pour rappel, la RGPP, c'est la réforme générale des politiques publiques sous Nicolas Sarkozy ou la réforme de la carte judiciaire. Et ces archives paroissiales méritent évidemment une attention toute particulière. Il a été fait écho tout à l'heure, à plusieurs reprises, le recours à ces archives paroissiales et de leur richesse. La carte des paroisses vendéennes, comme la plupart des autres diocèses, a connu de nombreuses modifications depuis 15 ans, 300 par an en 1997, 59 en 2022, puis désormais 29. Ce rétrécissement de la carte des paroisses engendre une reconfiguration complète des bâtiments, des désaffections de certains presbytères, un éloignement des paroissiens. Cette RGPP du diocèse n'est pas sans conséquence sur la situation des archives paroissiales déjà fragiles. Le quasi-abandon de locaux, la moindre présence de paroissiens et de curés, et les déménagements, les archivistes détestent, sont clairement des facteurs de perte d'archives. Nous savons qu'avant la refonte de 1997, la situation était déjà préoccupante. En effet, ça a été dit par notre collègue tout à l'heure, l'abbé Delemaud avait dans les années 60-70 constitué un inventaire certes partiel, il n'avait pas tout pris, pas tout noté, des archives de chacune des paroisses. Un travail de bénédictin, sans aucun doute. Une copie de ce travail titanesque donc, se trouve aux archives départementales. Jean Vincent, que certains connaissent, a mis à jour ce travail dans les années 90, mais ce travail a déjà permis de constater de très nombreuses lacunes, et oui, les archives, ça s'évapore. Et oui, parce qu'elles sont très riches, très anciennes, et donc elles attirent les convoitises. Certes, des mesures ont été prises, avec notamment la centralisation, il me semble, de registres de catholicité ou des consignes d'attention, mais nos remontées qui arrivent aux archives départementales font état de situations parfois préoccupantes. Je terminerai mon propos sur la place pour les archives religieuses. Selon l'article L211-2 du Code du patrimoine, c'est le code des archivistes, en gros, la conservation des archives est organisée dans l'intérêt du public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche. Les archives de l'Église répondent comme aux mêmes enjeux que les archives publiques, même si le droit canonique insiste peut-être davantage sur la priorité donnée au service de l'Église. Pour autant, un document qui s'appelle la fonction pastorale des archives ecclésiastiques
établi par la Commission pontificale pour les biens culturels en 1997, insiste lourdement sur la dimension universelle des archives de l'Église. Je cite, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais « Les archives historiques des organismes ecclésiastiques font également partie du patrimoine national. Avec le temps, elles acquièrent une dimension universelle, devenant le patrimoine de l'humanité entière. Le matériel qui est déposé ne peut être refusé à ceux qui sont en mesure d'en tirer parti pour mieux connaître l'histoire. Ces perspectives d'ouverture désintéressée, d'accueil bienveillant et de services compétents doivent être dûment prises en considération pour que soit offerte à toute la collectivité la mémoire historique de l'Église. » Cette lettre circulaire avait différents objectifs, aussi bien archivistiques que canoniques, mais attirer l'attention des évêques sur les enjeux de la conservation des archives. Elle insiste notamment sur 2 points essentiels: la nécessité de disposer des compétences nécessaires et de favoriser l'accès et la valorisation de ces fonds. Ces 2 éléments amènent toutefois 2 constats. Des politiques d'accès et de diffusion tout à fait inégales au sein des archives de l'Église. Au-delà de la gestion quotidienne, les possibilités d'accès et de valorisation demeurent assez difficiles. À travers les partenariats, une partie de ces sources a pu être valorisée, notamment avec les archives départementales. Les filles de la sagesse, avec le recrutement d'une archiviste, pourront répondre à ces demandes, même ponctuelles. Les diocèses les plus volontaristes mettent à disposition sur leur site les inventaires, facilitant et suscitant les travaux. Mais cela reste limité, d'une part en raison de moyens disponibles, même localement, quand vous avez quelqu'un qui est à mi-temps, par exemple, et dans certains diocèses, c'est même très peu de personnes, ou même pas du tout, mais également une certaine réticence et une certaine compréhension des enjeux des archives. Parfois, la professionnalisation s'est traduite par un sentiment de concurrence, de méfiance vis-à-vis des services publics, avec même, ça peut arriver, j'en ai entendu par-ci, par-là, un rapport de force. Pour autant, cette professionnalisation constitue une réelle opportunité pour les archives. Depuis les années 2000, le paysage archivistique a connu une forte évolution, avec une importante professionnalisation des archivistes. D'une mission essentiellement assurée par les religieux, la proportion s'est aujourd'hui inversée, avec des archivistes formés, en formation initiale ou continue, et salariés, à temps plein ou à temps partiel. La composition de l'association des archives de l'Église de France en témoigne. Cette professionnalisation ne doit toutefois pas se transformer en concurrence ou entraîner un repli sur soi, mais constitue une réelle opportunité à saisir pour une meilleure visibilité des archives religieuses. Pour autant, même professionnel, l'archiviste exerçant au sein de l'Église est souvent isolé, avec des moyens très limités. La complémentarité et les synergies possibles entre les différents acteurs prennent alors tout leur sens. Pardon, je n'avais pas tout à fait terminé. Il me reste 1 minute. Ça devrait. Et donc je plaide pour une vraie complémentarité au service d'un patrimoine commun. La Révolution et la séparation ont-elles déshérité la France, fille aînée de l'Église ? La cohabitation respectueuse mais distante entre services publics d'archives et institutions religieuses ne répondra pas aux enjeux et ne permettra pas de surmonter les difficultés. A l'inverse, le dépôt dans un service public d'archives, s'il est utile et peut constituer une excellente alternative, ne doit surtout pas constituer un palliatif, pour ne pas dire une sous-traitance, mettre au cœur d'un véritable projet. Un partenariat au bénéfice d'un territoire et de la société. La Vendée, à travers les partenariats scientifiques noués, notamment avec les congrégations et le diocèse, a montré tout l'intérêt de ce dialogue constructif. Mais il demeure fragile, trop lié aux personnes, des congrégations à un avenir incertain et une Église faisant face à de nombreuses difficultés. Si la loi de 1905 a pu constituer une forme de divorce, se pose la question de la manière de faire grandir les enfants que sont les archives. Garde exclusive de la mère ou de la fille aînée, garde alternée ou garde partagée. Une autre voie est peut-être à imaginer. Tel un conseil de famille, pourquoi ne pas envisager une commission des archives religieuses, pendant de la commission diocésaine d'art sacré, composée d'universitaires, d'élus, éminents élus, vous allez être partout, je reprends, composée d'archivistes et responsables de l'Église. Cette commission consultative permettrait un partenariat fructueux sur un temps long. La fonction pastorale des archives ecclésiastiques de 1987, dont je parlais tout à l'heure, rappelle, je cite, qu'il est à souhaiter la création de commissions, c'était au pluriel, composées de responsables des archives existant dans les diocèses et experts en la matière. Ce n'est donc pas une idée nouvelle, mais simplement une application d'une circulaire de l'Église. En conclusion, je dirais que les archives religieuses, qu'elles soient publiques ou privées, conservées dans les services publics ou de l'Église, constituent un patrimoine riche et indispensable à la connaissance de la société. Elles sont sans conteste un patrimoine commun qui doit être appréhendé comme tel. Au-delà de leur propriété,
mais appartiennent-elles vraiment à quelqu'un? L'essentiel est d'assurer la conservation et l'accès, au-delà des convictions, sensibilités et même des appréhensions. Pour cela, et comme pour les édifices, un dialogue respectueux et fructueux est nécessaire, au profit du bien commun et donc de la communauté. Gageons qu'une commission des archives ou toute autre instance de ce type puisse répondre aux enjeux. Les archivistes, qu'ils exercent dans le secteur public ou dans les institutions religieuses, poursuivent les mêmes objectifs: collecter, conserver et transmettre les archives afin de permettre la bonne marche de l'organisation et de fournir les matériaux de l'histoire. À travers ces actions menées au quotidien, ils partagent également le même souci de la vérité. Je vous remercie. Merci, cher Cyril. Merci beaucoup. Vigilance sur les conditions également de conservation des archives, qu'elles soient paroissiales mais également municipales. Vous connaissez un conseil peut-être pour bien conserver les archives qu'on ne dépose pas chez vous? Le moins possible de déménagement. Éviter les greniers, les caves, la poussière et qu'il y ait trop de personnes qui rentrent. Voilà. Tout en ménageant l'accès aux archives, parce que les archives, c'est fait quand même pour être communiqué, et donc de veiller à la sécurité de l'accès avec, je ne dirais pas une salle de lecture, mais au moins un endroit pour pouvoir les consulter sous surveillance. Et puis, pour bien les protéger, les archives, il faut les classer et les inventorier. C'est une manière de les protéger comme les monuments historiques. Quand c'est connu, c'est protégé.